Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce magazine d'entretien Questions directes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Lawrence Kyungu, ou mieux Lolo Kyungu, qui est un cadre de l'UNAFEC, comme son nom l'indique, ou comme vous le savez peut-être. Il est l'un des fils biologiques du patriarche Kyungu Wakumanza. C'est avec lui que nous allons nous entretenir ce soir sur plusieurs questions d'actualité. Monsieur Lawrence Kyungu, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Héritier. Bonsoir. Merci aussi également d'avoir répondu à notre invitation. La première question d'abord, quelle est la santé actuelle de l'UNAFEC? La santé actuelle de l'UNAFEC va bien, si je peux dire. Bien, et tout va bien. Tout va bien, on a entendu beaucoup de choses. Il y en a qui arrivent même à parler d'un bicéphalisme qui sévit au sein de ces partis politiques. Est-ce que c'est le cas? Non, il n'y a pas bicéphalisme au sein de l'UNAFEC, sauf seulement, comme vous dites, les gens parlent de l'UNAFEC, la situation actuelle. Et bon, voilà, c'est une situation qui moi, je peux qualifier ça d'une situation positive, parce que après le départ du président national, personne âme, papa, et c'est normal pour une personne très grande comme lui, un grand personnage, après leur départ, il y a toujours eu ce genre de situation, peut-être du leadership, de l'après son départ. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit problème de leadership au sein du parti. Voilà, c'est compris. Avant d'aborder la matière prévue aujourd'hui, je voulais d'abord vous poser une petite question, parce que il y en a qui entendent parler de vous, mais qui se disent peut-être que vous êtes nouveau dans la classe politique. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites la politique? La politique, en tout cas, ma vie politique est subdivisée en deux. Oui. Je ne suis pas un novice ou un nouveau dans la politique. Plutôt, je peux dire, je viens d'une famille ultra politique. C'est depuis des années 70. Moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille politique où j'ai un père qui est vraiment très connu. Il a eu 50 ans de sa vie active dédiée à la politique. Et c'est mon père biologique, bien sûr. Et c'est à partir d'abord de ça que je peux dire que je ne suis pas un nouveau dans la politique. Donc je suis né dans cette vie et j'ai grandi dans cette vie. À part cela, c'est depuis le début des années 90 ou 90, comme nous disons, j'ai quitté le pays. J'ai été en Afrique du Sud, là où j'ai passé au moins 7 ans. Et étant aussi dans la politique et aussi être un étudiant, parce que si vous vous rappelez bien, dans les années 90, si je peux dire, dans les 91, c'était le 15 novembre 1991 que notre président, le patriarche Kyomwanza, a été nommé gouverneur du Katanga dans le temps du Zaïre. Et c'était une année blanche, si on peut le dire, après le pillage. C'est comme ça que j'ai quitté d'abord le pays pour faire mes études en Afrique du Sud. Dans les 7 années passées en Afrique du Sud, j'ai eu à étudier à l'université VET University. C'est là où j'ai terminé mes cours en tant qu'ingénieur dans la mécanique générale. Mais pendant ce temps en Afrique du Sud, j'étais président de la jeunesse katangaise à Johannesburg. Il y a eu comment je peux dire, des tractations au niveau du Zaïre dans le temps entre Mobutu et Mouzé. C'est alors que j'ai été dans des activités politiques en Afrique du Sud. Après cela, je suis allé
en Angleterre. Et en Angleterre, j'ai encore continué mes études. C'est là où j'ai encore continué dans la construction. Je suis ingénieur civil, oui, en construction. Et dans l'option, comment je peux dire, la plomberie industrielle, et j'ai terminé. Mais aussi là-bas, j'ai œuvré dans la jeunesse des travaillistes, parce que nous sommes des socialistes. Et il y en a eu beaucoup. Le temps peut-être avec le temps, nous aurons à parler même des interviews que j'ai eu à passer avec beaucoup de chaînes internationales. Donc, et en 80, je peux dire maintenant, en 2011, 2011, je suis, enfin 2010, 2011, je suis rentré encore au Congo. J'ai été candidat à la députation nationale dans la circonscription de Manono. Et bon, bien sûr, là, déjà, c'était la politique au niveau du Congo. Et en 2012, j'ai été nommé conseiller chargé des infrastructures au ministère provincial des infrastructures du Grand Katanga, dans le temps avec le gouverneur Moïse Katumbi. Et après cela, on a fait jusqu'en 2015, j'étais conseiller, on a étalé même au ministère de l'Intérieur, au ministère provincial de l'Intérieur, j'étais conseiller politique. Et pendant ce temps, de 2015 à 2019, j'ai été aussi une fois de plus aux élections de 2018 en tant que candidat toujours dans la circonscription de Manono, dans le Tanganyika. J'étais encore une fois candidat. Et pendant de 2010, je peux dire, à l'année passée, j'ai été conseiller politique dans le cabinet privé du président Antoine Gabriel Kyungo-Koumaza. Et quand il a été nommé PCA à la SNCC, j'étais son conseiller financier. Et au niveau du bureau d'âge à l'Assemblée nationale provinciale, j'ai été encore une fois conseiller spécial en matière de chargé de politique, administration et finances. Et dans son tout dernier cabinet à l'Assemblée provinciale, en tant que président de l'Assemblée provinciale, j'étais le conseiller financier à l'Assemblée provinciale dans son cabinet. Donc je ne suis pas un novice. Voilà, c'est compris. Est-ce que vous diriez que c'est facile de porter le nom de Kyungu? Facile et difficile. Facile et difficile. Le nom Kyungu, c'est une porte. C'est une porte d'entrée et de sortie. Donc, facile, oui. De toutes les façons, c'est ma nature. Je suis Kyungu, je suis son fils biologique. C'est ça la facilité. Mais la difficulté, c'est qu'il nous a formés. Nous connaissons ce que ça veut dire une vie difficile. Je vous ai bien dit, dans mon parcours, j'ai connu et je connais toujours le haut, le bas. Donc, difficile et facile, oui. Mais nous sommes dans la politique et c'est ça, la vie. Voilà. Alors, nous voulons maintenant parler de votre position par rapport au président actuel. Pourquoi vous soutenez le président Félix Tshisekedi? Y a-t-il des raisons? Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on ne le connaît pas aujourd'hui. Moi, je ne le connais pas aujourd'hui. C'est depuis les années 80, on a eu à vivre selon comment je peux dire, les rapprochements qu'ils avaient avec notre père. Donc, ce sont les deux familles amies. Je continue parce qu'ils étaient des 13 parlementaires et tout. Nous étions dans la diaspora et nous étions toujours ensemble. Moi, je l'appelle toujours grand frère. Et aujourd'hui, il est président de la République, pas par hasard, parce que nous avons, à un certain moment, dans le RASOP, nous avions été encore une fois ensemble. Il a, après le décès de son père, le feu Étienne Tshisekedi, paix à son âme, nous l'avons rehaussé jusqu'à être le leader, le président même du rassemblement de l'opposition, RASOP. Nous avions été avec lui ensemble. Nous avons lutté ensemble pour l'alternance au pays. Et donc,
j'étais dans son équipe au niveau de RASOP et dans la communication, nous avons œuvré ensemble. C'est comme ça que je peux dire que si aujourd'hui nous soutenons le chef de l'État, nous l'avons déjà soutenu avant qu'il ne soit même chef de l'État. Alors, le débat aujourd'hui, c'est par rapport au second mandat du président de la République. La Constitution lui reconnaît cela. Sur ces points, il n'y a pas débat. Mais par rapport aux résultats sur le terrain, est-ce qu'on doit lui accorder aujourd'hui un second mandat? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je vais vous dire, je vais toucher peut-être quelques points qui démontrent que c'est une personne, le chef de l'État, c'est une personne à être réélue en 2023. D'abord, je touche au niveau des droits de l'homme. Parce que vous savez, il prône pour l'état de droit, il prône parce que nous avons un slogan qui est appliqué aujourd'hui, le peuple d'abord. Depuis son arrivée au pouvoir, nous avons vu un grand changement au niveau des droits de l'homme, au niveau de la liberté d'expression, au niveau de la liberté de beaucoup de choses que nous n'avions pas avant. Alors ça, c'est d'abord parce qu'aujourd'hui, nous voyons que n'importe qui peut organiser des manifestations et sans répression et tout. Il y a aussi un autre cas, vous savez qu'il a repris le pays à un niveau vraiment très bas. Et donc là, il est en train de remettre le pays sur les rails dans beaucoup de domaines, infrastructures, la justice, l'éducation, parce qu'il a touché aussi vraiment un point très capital au niveau de son plan d'action. C'est l'éducation, la gratuité et tout. Et aussi la sécurité. Nous voyons déjà, en tout cas ça on doit le dire, depuis qu'il a décrété l'état de siège dans nos deux provinces au niveau du Congo oriental, donc à l'est, nous voyons que ça, en tout cas c'est depuis des années, on parlait de beaucoup de choses au niveau de la sécurité, mais depuis qu'il a décrété l'état de siège, nous sentons qu'il y a beaucoup de changements. On ne voit plus des images macabres qu'on voyait tout le temps. Donc ça veut dire qu'il tient beaucoup à la reconstruction du pays et aussi à la sécurité, à l'instauration en fait du pouvoir de l'État. Donc oui, il doit effectivement, en tout cas il mérite d'être réélu pour qu'on continue en fait avec le même projet qu'il a de la reconstruction du pays. Alors, que répondez-vous à ceux qui parlent d'un échec de son premier mandat déjà par rapport au plan social? Échec, moi je ne vois pas d'échec. Vous savez, quand il a pris le pouvoir, il y avait un mariage FCC Cash, et quelques temps après, je crois une année après, il a vu qu'il devait inviter tout le monde parce que ce pays, la RDC, appartient à tout le monde. Il y a des différentes tendances, c'est normal, dans un pays, il n'y a pas seulement un seul ou une seule opinion. C'est là où il a créé ce que nous appelons aujourd'hui l'Union sacrée. Et quand vous voyez au niveau de l'Union sacrée, il a approché l'opposition, la société civile, les acteurs politiques de toute tendance. Donc ça, c'est déjà un boost en fait au niveau de la gestion même du pays. Donc l'échec, non, je ne vois pas. Ça, c'est une grande chose que nous devons vraiment apprécier pour que le pays avance vraiment dans la positivité que nous voyons déjà, nous vivons déjà. Alors, si on doit rester dans le Katanga, vous avez parlé de la SNCC récemment. Est-ce que rien qu'à parler de la SNCC, on peut dire qu'il y a quand même des avancées par rapport à l'avènement du président de la République? La SNCC, je me rappelle, parce que je viens de vous dire que j'étais le conseiller au niveau du bureau, enfin du cabinet du PCA. Nous avons trouvé la SNCC vraiment peut-être même délabrée. Il n'y avait plus d'espoir. Et
La SNCC, avec le nouveau conseil d'administration et la direction générale, en tout cas, ils n'ont pas fait de magie. Oui. Sauf que ce sont des choses qu'ils ont trouvées, mais qui étaient mal gérées. Oui. Donc, en fait, le problème ici au pays, c'est les têtes. C'est au niveau de la gestion. La SNCC n'est pas allée chercher des dettes à la Banque mondiale ou quoi que ce soit pour redresser, mais déjà avec les infrastructures trouvées, et ils ont pu, le conseil d'administration actuel a pu voir les choses, et si vous avez appris, ils sont arrivés même à améliorer la vie sociale des agents, et aujourd'hui nous parlons même des recrutements et aussi surtout le rajeunissement au niveau des agents, des travailleurs de la SNCC, mais à ce jour on n'a pas encore eu une information pour dire que la SNCC est allée s'emprunter quelque part, emprunter de l'argent quelque part. Donc ça veut dire qu'avec ce que nous avions trouvé, il y avait toujours quelque chose qui pouvait se faire. Donc c'est au niveau de la gestion que tout se passait bien. Donc en fait, et qui s'est passé mal, mais maintenant nous voyons qu'il y a une sorte de redressement. Et il y a eu même des nouvelles locomotives qui ont été achetées et que ça continue. Nous voyons effectivement, ça fait des années qu'on entendait même les klaxons des trains. Aujourd'hui, dans le Grand Katanga, nous sentons que les trains sont là, ils fonctionnent et tout va bien. Donc, Monsieur Laurens Kyungo, vous entendez, vous encouragez le président à briguer un deuxième mandat. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous devons donner la chance à cette grande initiative de redressement de notre nation. C'est vraiment très important que ce programme continue jusqu'au deuxième mandat, et il a tout notre soutien pour sa réélection en 2023. Alors, il y en a qui disent que l'Union sacrée n'était pas créée pour qu'on puisse soutenir la candidature du président Félix Tshisekedi en 2023. Non, l'Union sacrée, ce n'est pas une plateforme électorale, pas du tout. Oui. Au contraire, c'est un système des gens qui veulent vraiment remettre le pays à sa juste valeur. Et vous dire que non, l'Union sacrée a été créée pour sa réélection, ou bien c'est une plateforme électorale. Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai une question tendancieuse. Il y en a qui disent que l'UNAFEC aujourd'hui soutenir l'UDPS, c'est un peu trahir le Katanga. Trahir le Katanga parce que l'UDPS et parce que l'UNAFEC soutient le chef de l'État, ou bien l'UNAFEC travaille avec l'UDPS. Non. Trahir, ça veut dire quoi? Moi, je ne vois pas une trahison. Je rappelle, parce que il y a des gens peut-être qui oublient, ou bien il y a une autre génération qui commence peut-être à parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas bien. Oui. Le président Antoine Gabriel Kouamouaza est cofondateur de l'UDPS. Oui. Il est parmi les 13 parlementaires. Il est signataire de la lettre ouverte du temps de Mobutu. Il a fondé, il a créé l'UDPS. Bon, dire qu'aujourd'hui, et en plus, il est aussi le fondateur de l'UNAFEC. Donc, ça veut dire, c'est une même famille. Oui. C'est une même famille, et je dois aussi vous dire que l'UNAFEC, c'est un parti des fédéralistes. L'UDPS, ainsi, nous sommes tous des fédéralistes, et nous prenons pour qu'un jour, ce pays, la RDC, soit vraiment un État fédéral. Donc, en fait, nous travaillons tous ensemble avec l'UDPS, et nous sommes très contents de savoir que l'UDPS est aussi l'œuvre d'Antoine Gabriel Kouamouaza. Donc, où est la trahison? À quel niveau? Je ne sais pas. D'accord. Alors, étant fils biologique du patriarche Kyungo Kouamouaza, si on vous demandait de résumer un peu l'idéologie ou la pensée de votre père, qu'est-ce que vous direz en quelques minutes? Le président Antoine Gabriel Kouamouaza est connu pour une
grande chose, qui est la liberté, qui est le fédéralisme, qui est l'autosuffisance, l'autogestion au niveau de la base. C'est ça, c'était ça en fait son combat. Et nous continuons toujours, nous continuons à lutter pour ce combat. C'est le fédéralisme dans ce pays. C'est ça qui nous a commencé. C'est ça qui nous a commencé. C'est à nous maintenant, ces enfants biologiques et ces enfants politiques. Alors ce fédéralisme, ce n'est pas ça, le tribalisme peut-être? Parce qu'il y en a qui associent ça Non, pas du tout. Le tribalisme, il y a la tribu. Oui. Fédéralisme, il y a la fédération. Il y a la fédération. Nous avons des pays qui ont ce système et qui fonctionnent très très bien. Nous avons d'abord les États-Unis. Bon, peut-être vous allez dire que c'est aux États-Unis, c'est en Amérique, mais nous avons l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un pays fédéral, c'est un État fédéral, et là vous voyez qu'il y a bien sûr, il y a des provinces qui s'autogèrent et vous êtes dans la province du côté de Cape Town, vous n'aurez pas ce rêve-là d'aller vivre à Pretoria, par exemple, ou bien à Bloemfontein ou quelque chose, parce que tout se gère là sur place, les écoles, les universités, les hôpitaux, donc toutes les infrastructures que vous trouverez ailleurs sont partout. C'est ça d'abord le fédéralisme. Donc il y a aussi la création d'emplois au niveau local. Donc c'est ça en fait, nous disons que pour un grand pays comme l'Afrique et comme la RDC, qui est un mini-continent, le fédéralisme, c'est ça même le mode qui va permettre à ce que nous développons le pays à la base. Donc il n'y a rien. Donc quand on parle de la gestion à la base, on ne parle pas d'une tribu ou d'une région ou bien le régionalisme. Non, pas du tout. Ceux qui sont là, ils s'autogèrent, qui peuvent être étrangers, peuvent être des différentes tribus, qui peuvent être des différentes régions linguistiques, mais ils sont là, ils développent leur contrée. C'est ça le fédéralisme. Il n'y a rien de tribalisme. Alors ça ne veut pas dire que chacun pour soi, que chacun puisse retourner dans sa province d'origine? Non, pas du tout. Je vous ai parlé des États-Unis, par exemple. Parce que dans l'opinion, c'est non, je vous ai parlé des États-Unis, par exemple. Nous avions eu un président noir, Barack Obama. Oui. Est-ce qu'on lui a dit non, pour être président des États-Unis, il faut d'abord être blanc? Et si on doit parler aussi d'être blanc, ça devient encore... Parce qu'il y aura les Incas et les Mayas qui vont dire que non, ce sont nous, c'est nous qui étions ici bien avant vous tous. Il y avait des Amérindiens qu'on sort. Non, pas du tout. Même en Afrique du Sud, nous avons des médecins, nous avons des Congolais qui travaillent en Afrique du Sud. Est-ce que vous avez appris que non? Parce que s'il y a le fédéralisme, ça veut dire qu'aller travailler chez vous, parce que non, pas du tout. Non, c'est la gestion, c'est au niveau de la gestion. C'est au niveau de la gestion, mais on ne parle pas des tribus. On ne parle pas des tribus, non, pas du tout. Si on parle du tribalisme, ça c'est autre chose. Oui. Mais le fédéralisme n'est pas le tribalisme. Alors, y a-t-il une différence avec le système que nous avons actuellement? Parce qu'on a quand même des assemblées provinciales. Oui, la RDC, de toute façon, si vous voyez la Constitution, si vous voyez quand même quand on parle de la Constitution de notre pays, c'est, comme Baba le disait bien avant, c'est une Constitution hybride. Ça veut dire qu'il y a du tout là-dedans. Il y a de l'unitarisme, il y a un peu de tout, il y a de fédéralisme. Mais si nous devons, par exemple, parler d'un petit exemple qui parle du fédéralisme au sens au niveau de la Constitution, quand on parle de la rétention des pourcentages au niveau des recettes. Oui. Et voilà, c'est ça. C'est ça en fait, un petit exemple banal que je peux vous donner par rapport au fédéralisme. Mais maintenant, si on parle de l'unitarisme au sens... clair, ça veut dire que tout se passe à Kinshasa, tout se passe dans la capitale, où donc il y a toutes les décisions qui se font que là sur place.
Dans le fédéralisme, nous voyons ici aujourd'hui, nous avons un gouvernement provincial. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des assemblées provinciales. Donc ça veut dire aussi, si nous continuons toujours à la Constitution, si aujourd'hui on parle des élections de 2023, il y aura des élections locales. Oui. Donc il y aura aussi si je peux dire, des parlements urbains, des parlements au niveau de la base. Là où ils vont se décider, ils vont décider avec leur propre développement. C'est ça même le fédéralisme. Donc nous vivons quelque part dans une sorte de fédéralisme, mais nous voudrions que ça soit vraiment appliqué à un niveau où le fédéralisme, vrai fédéralisme, c'est ça en fait nous voulons. Mais déjà là, et il n'y a rien de tribalisme ou quoi que ce soit. Nous votons nos députés provinciaux, c'est ça, presque une sorte de fédéralisme déjà. Donc voilà, sans voir la tribu ou bien la provenance, non, pas du tout. D'accord. Alors on nous signale qu'il reste 3 minutes. Nous allons vous donner l'occasion de vous résumer, peut-être de vous adresser aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Oui, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Héritier. D'abord vous avez parlé de l'UNAFEC. Oui. Sachez que l'UNAFEC reste une. Il n'y a qu'une seule UNAFEC. Oui. Et nous sommes, c'est normal, des problèmes arrivent dans toutes les familles, mais c'est un problème qui se règle positivement. D'ici là, on n'aura plus de problème. Si vous avez parlé du chef de l'État, de sa réélection en 2023, je vous assure, et je vous demande, en tout cas, ceux-là qui nous suivent maintenant, que, en tout cas, donnez encore une chance à Fachi Beton. Nous continuerons toujours avec lui à redresser ce pays, et c'est comme ça. Et il y a aussi, vous avez parlé du fédéralisme. Le fédéralisme n'est pas le tribalisme. Et nous combattons le tribalisme. Baba a combattu le tribalisme et nous continuons toujours à faire cela jusqu'à ce que notre pays sera vraiment un pays fédéral au vrai sens du mot et avec amour dans l'unité. Merci beaucoup, c'est ça. En fait. Merci également d'avoir répondu à nos questions. Oui. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'arrête Question Directe de ce soir. Merci de nous avoir regardés. Le prochain numéro, c'est le dimanche qui suit. Merci.